Salut, c'est Thomas Rozek. Dans ce beau métier du journalisme d'information, on a toutes et tous des tics de langage, des petites béquilles qu'on utilise parfois sans s'en rendre compte ou parce qu'on trouve le mot joli, la tournure sympa, la phrase en accord avec notre rythmique personnelle. Là par exemple, je viens de faire ce que je fais tout le temps, je donne 3 exemples ou 3 idées pour appuyer mon propos. Mais on a aussi toutes et tous des tics de langage ou des phrases toutes faites qu'on déteste. Moi, dans ma liste de mots et expressions interdites, quelque part entre concernant et nominé, j'ai noté les sages de la rue Cambon, une épouvantable métonymie qui sert à désigner les magistrats de la Cour des comptes, une institution vénérable dont la presse nous parle souvent, essentiellement pour nous annoncer la publication de tel ou tel rapport tapant fortement sur le doigt des pouvoirs en place. C'est devenu tellement fréquent d'ailleurs qu'on y prête bien souvent qu'une attention discrète. Ok, la Cour des comptes nous dit à échéance régulière que tel ou tel aspect de l'État ne va pas, mais dans les faits, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Est-ce que cette institution est un contre-pouvoir réel ou juste la mauvaise conscience de nos gouvernants ? C'est quoi concrètement la Cour des comptes ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Nous avons vraiment une préoccupation, c'est justement la bonne utilisation de l'argent public. Voilà, et la meilleure action publique possible, la plus efficace, la plus efficiente. Pour répondre à toutes ces questions, on s'est tourné comme toujours vers un spécialiste, un confrère, Bruno Bottella. Il est directeur de la rédaction d'Acteurs Publics, qui est un média spécialisé dans l'analyse des politiques publiques. Je lui ai demandé pour démarrer de m'expliquer le rôle et le périmètre de cette cour dont on nous parle si souvent. Alors, la Cour des comptes, c'est une juridiction, puisque ce sont des magistrats qui exercent, des magistrats financiers qui exercent à la Cour des comptes. C'est une institution qui a un peu plus de 200 ans, qui a été créée par Napoléon, mais qui elle-même était l'héritière de la Chambre royale des comptes. Enfin, elle existait sous l'Ancien Régime, supprimée sous la Révolution et recréée ensuite par Napoléon. Et donc, sa première mission, c'est de contrôler les comptes des comptables publics. Donc voilà, qui tiennent la comptabilité des administrations, des collectivités locales. Voilà. Ça, c'est sa première mission. Mais aujourd'hui, l'évolution a fait que c'est une petite partie de leur travail aux magistrats. Aujourd'hui, essentiellement, ils contrôlent la gestion des organismes publics, ils évaluent les politiques publiques. Et donc ça, c'est l'essentiel de leur mission aujourd'hui, des missions qui ont été confortées d'ailleurs par la Constitution, dans la Constitution avec la réforme constitutionnelle de 2008. Vous avez commencé à l'expliquer, ce sont des magistrats qui la composent. Comment ils sont choisis ? C'est quoi le profil des membres de la Cour des comptes ? Alors, la voie pour entrer à la Cour des comptes, en fait, pour être magistrat de la Cour des comptes, c'est essentiellement des gens qui sortent de l'ENA, l'École nationale d'administration. Ce sont ceux qui sortent, comme on dit, dans la botte, c'est-à-dire dans le meilleur du classement. Ceux qui sortent les mieux classés de l'ENA choisissent en principe le Conseil d'État, la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances. Donc ça, c'est une première voie d'entrée. Après, ensuite, il y a des voies d'accès qui sont au tour extérieur, c'est-à-dire des gens, un certain nombre d'années de carrière, des politiques parfois, peuvent être nommés à la Cour des comptes par le président de la République, sans passer par la voie de l'ENA. Et puis, après, ponctuellement, il y a des gens qui viennent faire comme des CDD, en quelque sorte, à la Cour. On appelle ça des rapporteurs extérieurs. Ce sont des gens qu'on va chercher dans les administrations, mais aussi dans des centres de recherche, sur des matières un peu plus scientifiques et autres, qui viennent travailler à la Cour pendant quelques années pour aider à faire des rapports sur des sujets vraiment pointus. Est-ce qu'elle a un rôle politique, la Cour des comptes ? Elle n'a pas vraiment un rôle politique, mais elle a pris une place de plus en plus importante dans le champ public aujourd'hui. Et elle a aussi, d'une certaine manière, un rôle un peu politique depuis que le premier président de la Cour des comptes, le chef de la Cour des comptes, est plutôt nommé parmi le personnel politique. C'est le cas maintenant depuis en gros une trentaine d'années. Le dernier en date, Didier Migaud, qui vient de rejoindre la présidence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Didier Migaud avait été, avant d'être nommé à la Cour des comptes en 2010, député pendant de très longues années et élu local aussi dans le département de l'Isère. Donc, depuis que la Cour des comptes est d'une certaine manière présidée par un homme politique, quelqu'un qui a fait une partie de sa carrière en politique, sa voix porte plus et la Cour est parfois accusée de faire de la politique dont elle se défend. Est-ce que c'est un contre-pouvoir au sein de la République ? Alors c'est un contre-pouvoir dans le sens où, sur le plan des institutions, la Cour des comptes se situe à équidistance en fait de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement, du président de la République, et du législatif, c'est-à-dire du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Et à ce titre-là,
elle est indépendante. Elle est indépendante, la Cour, parce que elle a son propre calendrier. Elle se saisit elle-même des administrations qu'elle veut contrôler. Elle a son propre programme. Elle répond quand même à des demandes du gouvernement qui peut lui demander d'évaluer certaines politiques publiques, mais pas beaucoup, une ou deux maximum dans l'année. Quant au Parlement, il travaille un peu plus depuis quelques années avec la Cour des comptes, en lui confiant des missions d'évaluation des politiques publiques, d'aller, par exemple, travailler sur la fraude sociale, d'évaluer un certain nombre de choses. Mais la Cour des comptes ne travaille pas après avec les parlementaires pour rédiger le rapport, elle travaille dans son coin, elle remet son rapport et vient le présenter après aux parlementaires, mais ne travaille pas sous l'injonction ni de l'exécutif ni du législatif. La partie la plus visible du travail de la Cour des comptes pour le grand public, c'est un terme que vous venez d'employer, c'est les fameux rapports dont on entend régulièrement parler, le rapport de la Cour des comptes qui épingle, la Cour des comptes aime beaucoup épingler, semble-t-il, en tout cas dans la bouche des journalistes, elle épingle souvent telle ou telle politique publique ou tel projet ou décision. Vous l'avez dit, c'est elle qui décide de l'objet de ces rapports. Comment est-ce qu'ils sont choisis? Comment est-ce que c'est décidé, justement? Alors, déjà, il y a une certaine régularité en fait dans le contrôle des administrations. En gros, certaines administrations sont contrôlées tous les 5 ans, tous les 4 ans, enfin selon un intervalle régulier. Donc ça tourne régulièrement comme ça, c'est sans grande surprise. Et après, c'est en fonction, je dirais, de telle politique publique qui a été mise en avant. La Cour des comptes se dit, tiens, on va décider de contrôler ça. Il faut qu'il y ait un certain recul, parce que il faut quand même que cette politique publique ait été mise en œuvre pendant quelques années pour qu'on puisse la contrôler. Mais c'est décidé de manière collégiale. C'est-à-dire que l'un des piliers de la Cour des comptes, c'est la collégialité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui écrivent un rapport dans leur coin, un rapporteur qui écrit dans son coin. Il y a quelqu'un qui écrit un rapport avec d'autres, il y a un contre-rapporteur qui vient faire la contradiction en interne, et puis tous les rapports sont adoptés par plusieurs magistrats qui délibèrent, et donc le rapport n'est jamais le fruit d'une seule personne qui a écrit dans son coin, ce qui peut les différencier de certains rapports de corps d'inspection de l'administration. Sachant qu'en plus, les corps d'inspection d'administration sont rattachés directement à l'administration. Donc, en termes d'indépendance, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ces fameux rapports, ils sont souvent commentés, notamment quand ils sont assez critiques vis-à-vis des politiques publiques passées ou actuelles. Est-ce qu'ils ont un effet contraignant? Est-ce qu'ils sont immédiatement suivis de réactions, d'applications? Est-ce qu'ils portent en eux une contrainte? Non, les rapports de la Cour des comptes ne sont pas du tout contraignants. Alors la Cour des comptes a tenu une petite comptabilité et s'est dit que, mesuré que 75% de ces recommandations ont été suivies. On peut juste constater qu'en matière, par exemple, de finances publiques, depuis le temps que la Cour des comptes alerte sur le déficit, sur la dette, on ne peut pas dire qu'elle a été vraiment suivie sur ce plan-là. Mais 75% des décisions sont suivies. Ce n'est pas contraignant, mais la forte médiatisation des travaux de la Cour crée sur le décideur public, sur les administrations, sur les politiques aussi, une pression d'une certaine manière. Et surtout que la Cour, d'un rapport sur l'autre, il y a une sorte de droit de suivi qui fait qu'elle revient à chaque fois et épingle en disant on avait mentionné tel truc l'année dernière, ça n'a pas été suivi 1 an après, ni 2 ans après. Donc elle lâche rien sur ce plan-là. Et il y a je parlais du pilier de la collégialité tout à l'heure, il y a le pilier de la contradiction, c'est-à-dire que dans ses travaux, la Cour des comptes, comme toute juridiction d'ailleurs, il y a une contradiction, c'est-à-dire que l'administration mise en cause a le droit de répondre et répond en fait à cela. Et alors la Cour en tient compte dans ses rapports directement ou pas, mais de toute façon, on peut le voir d'ailleurs dans le rapport public annuel qui a été publié il y a quelques jours, à la fin de chaque volet sur telle ou telle administration politique publique, il y a la réponse des administrations mises en cause, et donc c'est publié aussi de la même façon. Donc, d'une certaine manière, dans ces réponses, il y a aussi la contrainte de la Cour qui dit « mais répondez-nous ». Voilà. On a parfois des administrations qui ne répondent pas. Donc c'est très gênant pour elles parce qu'elles sont mises en cause et elles ne répondent pas. Alors pourquoi elles ne répondent pas? Chacun de juger après pourquoi. Mais voilà, donc c'est la pression médiatique. Cette pression-là, d'une certaine manière, elle est aussi poussée par le fait que la Cour publie de plus en plus de rapports. Avant, elle ne publiait qu'une petite partie de ses travaux. Depuis justement la réforme constitutionnelle de 2008,
il est écrit noir sur blanc maintenant dans la Constitution que la Cour des comptes doit informer les citoyens. Donc à ce titre-là, elle publie beaucoup plus et donc c'est une pression supplémentaire sur les pouvoirs publics pour se mettre en conformité avec les recommandations. Mais ce que nous constatons, c'est un haut niveau de dépenses publiques. Et une fois de plus, il ne m'appartient pas de porter une appréciation sur ce niveau de dépenses publiques, mais nous sommes parmi donc, les pays qui dépensons le plus. En revanche, nous ne sommes pas toujours parmi les pays qui a l'action la plus publique, la plus efficace et la plus efficiente. Nous avons des marges d'efficacité et des marges d'efficience. Mais est-ce qu'elle ne joue pas un peu le rôle de la mauvaise conscience de la République, cette petite partie qui rappelle en permanence qu'il faut faire attention à la dépense, que telle ou telle politique n'est peut-être pas extrêmement bien calibrée, mais quelque part elle ne servirait qu'à ça, c'est-à-dire qu'elle est une voix critique qui rassure l'opinion sur le fait que l'État est conscient ou que les grandes instances sont conscientes des dérives qui peuvent exister, mais sans plus. C'est un peu la critique qu'on peut faire à la Cour des comptes, c'est-à-dire que, effectivement, en matière de finances publiques, par exemple, comme je vous le disais, elle prévient depuis des années la dérive de la dette, 50% du PIB, 60, 70, on est à 100% maintenant. Ça n'a rien changé. Les pouvoirs publics, d'ailleurs, parfois réagissent assez vivement aux recommandations de la Cour en matière de finances publiques, en disant qu'elle sort de son rôle, Mais, d'une certaine manière, ça sert effectivement un peu de mauvaise conscience, de petite voix qui vient dire attention, tenez le cap que vous avez vous-même fixé, parce que le cap, notamment en matière de finances publiques, les 3%, etc., enfin toutes ces règles budgétaires, c'est pas la Cour des comptes qui les a fixées. Sur les politiques qui ont pris des engagements dans les lois de finances ou dans le cadre européen, et la Cour des comptes se contente en fait de vérifier que les promesses sont tenues, et met en garde là-dessus. Mais c'est vrai que le caractère non contraignant de ces recommandations fait que parfois elles prêchent un peu dans le désert. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi ronronnant, le fait que le retour à échéance régulière dans l'actualité de lessage de la rue Cambon, épingle tel ou tel, finalement fait qu'on ne l'entend presque plus? Alors ça, c'est sans doute plus le cas sur la question des finances publiques, en fait. Très longtemps, dans l'histoire de la Cour des comptes ne parlait pas de finances publiques, elle ne parlait que des administrations qu'elle contrôlait, encore une fois par an dans son rapport public annuel. Au fil des lois de finances, des modifications de lois, etc., la Cour des comptes a obligation d'aller rendre compte et d'aller rapporter un certain nombre de choses sur les finances publiques. Et donc, il y a plusieurs rendez-vous dans l'année. Et donc, plusieurs messages qui sont envoyés. Parfois, comme je le disais, non suivis d'effet. Donc il y a un côté un peu répétitif dans les messages de la Cour, mais de ce que j'en sais, elle l'assume, parce que justement, c'est en martelant les messages que ça finit peut-être un jour par entrer. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a dans l'année 4-5 rendez-vous dans l'année où la Cour des comptes juge les prévisions de déficit, les prévisions aussi de croissance, de rentrée fiscale et autres, et que ce message, au bout d'un moment, peut faire un bruit de fond, pas forcément entendu par les pouvoirs publics. Comment est-ce qu'elle est perçue, la Cour des comptes, par le personnel politique, à la fois par le Parlement et par l'exécutif ? Alors, la Cour des comptes est plutôt bien perçue, un peu comme dans l'opinion. Ça fait partie des quelques institutions qui ne sont pas encore vilipendées ou trop vilipendées. Donc c'est tout à son honneur, elle en est d'ailleurs très fière. Mais l'exécutif se méfie de la Cour parce que justement, il y a toujours ce soupçon de dire elle fait de la politique ou elle met des bâtons dans les roues, on nous empêche de faire du déficit en rond ou elle pointe du doigt une politique publique qu'on a beaucoup vantée nous. Donc c'est joue un peu le rôle de poil à gratter. Du côté du Parlement, aujourd'hui et depuis quelques années, c'est plus un partenaire. La Cour des comptes et le Parlement, et surtout l'Assemblée nationale, se sont souvent regardés un peu en chien de faïence parce qu'il y avait une méfiance réciproque qui remonte peut-être à la Révolution, quand la Chambre des comptes du roi a été intégrée en fait au Parlement, a été supprimée, intégrée complètement au Parlement pour être ensuite recréée sous forme de Cour des comptes par Napoléon. Et donc il y avait toujours cette méfiance. Depuis quand même une vingtaine d'années, la Cour et le Parlement travaillent plutôt bien ensemble. La Cour fait pour le Parlement une douzaine, une quinzaine, selon les années, de rapports sur des politiques publiques, vient les présenter et aide beaucoup le Parlement dans sa tâche, qui est aussi de voter les lois,
pour le Parlement, mais de contrôler l'exécutif et donc de contrôler les politiques publiques avec l'aide de la Cour qui est très bien dotée pour ça. La Cour des comptes, c'est un outil de contrôle, de vérification. Qui contrôle la Cour des comptes ? Est-ce que quelqu'un contrôle la Cour des comptes ? Alors, la Cour des comptes n'est pas contrôlée, elle est contrôlée en interne. Alors ils ont mis en place un système il y a quelques années où, dans le cadre d'accords internationaux avec d'autres cours des comptes, parce que elles existent, les cours des comptes existent dans plein de pays, sous des formes différentes peut-être qu'en France, mais assez proches quand même. Et donc il y a régulièrement des cours des comptes d'autres pays qui viennent quelque sorte faire un audit ou un contrôle sur la Cour des comptes française. La Cour des comptes française fait aussi ça dans d'autres pays. Et ça permet de dégager certaines faiblesses ou certains problèmes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'organisme aujourd'hui qui vient contrôler le contrôleur. On l'a dit, la Cour des comptes, ses pouvoirs se sont élargis, elle s'est étoffée au fil des ans. Est-ce qu'il est imaginable de la voir gagner encore plus de périmètre, de territoire dans la République ? Alors, c'est parfois ressorti, ça avait attiré l'attention de la Cour des comptes, qui était à la fois flattée et parfois un peu inquiète du rôle qu'on veut lui faire jouer. C'est-à-dire qu'au moment du grand débat l'année dernière, les gens qui se sont exprimés lors de ce grand débat ont dit « mais on a un organisme qui jouit plutôt d'une bonne image, qui fait bien son boulot, que les décideurs publics, les gouvernants n'écoutent pas forcément. C'est la Cour des comptes, il faut leur donner par exemple un pouvoir plus fort, c'est-à-dire ce qu'on disait un instant, c'est-à-dire la contrainte. » Bon, la Cour des comptes, ça, n'y tient pas trop. Ce à quoi tient le plus la Cour des comptes, c'est à son statut de juridiction, à son statut pour ses membres de magistrats, qui fait qu'ils sont indépendants et surtout inamovibles. C'est-à-dire qu'un magistrat, la Cour des comptes, y compris le premier président, il est nommé, mais il ne peut pas être démis de ses fonctions par l'exécutif parce qu'il aurait déplu ou autre. Donc ça, c'est un fait important. Donc eux ne se battent vraiment que sur ce point, ils ne veulent pas avoir un périmètre plus large. Il a été question un temps aussi de leur confier le contrôle des partis politiques, des campagnes électorales. Enfin bon, régulièrement, on voit ressurgir des choses et qu'il y a un truc qui ne va pas, on dit mais on pourrait demander à la Cour des comptes de s'en occuper. La Cour des comptes ne se bat pas trop là-dessus parce que justement en interne, depuis les transformations de ces 20-30 dernières années, qu'on fait qu'elle est sortie, comme je disais, de son rôle de contrôle des comptables publics à un rôle beaucoup plus large. Elle a vu son rôle déjà beaucoup évoluer, empiéter un peu parfois sur le politique, être soumise à des critiques. Et ce que reprochent certains un peu de la vieille garde en fait à la Cour, c'est qu'elle soit trop aujourd'hui prescriptive. C'est-à-dire que pour eux, la Cour, en tant que juridiction, devrait se contenter d'observer, de faire des observations, constats, mais ne pas trop s'aventurer dans les prescriptions, les recommandations. Parce que là, on devient en quelque sorte le conseil des gouvernements. Vous devriez faire plutôt comme ci que comme ça. Voilà. Et ça, il y a quand même des réticences en interne, surtout, je dis, dans les plus anciens des magistrats, qui ont peur de voir un rôle un peu plus exposé pour la Cour et surtout prêter le flanc aux critiques d'organismes politiques ou autres. Alors je sais pas si vous avez entendu, mais dans Grincer, au moment d'utiliser cette expression maudite des sages de la rue Cambon, je vous jure que même dit avec une grosse louche d'ironie, ça m'a fait mal. Merci à Bruno Bottella pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.